Le 25 août 1944, alors que Paris s'apprête à célébrer sa libération, un village du sud de l'Indre-et-Loire subit le deuxième plus important massacre de population civile perpétré par l'occupant allemand sur le territoire national, après Oradour-sur-Glane. Ce jour-là, la commune de Maillé voit disparaître 124 de ses 500 habitants, hommes, femmes et enfants, sous les balles et engins incendiaires des troupes allemandes. En ce 25 août 2024, 80e anniversaire du massacre, la population, les autorités et les associations mémorielles se réunissent ensemble pour commémorer cette tragédie, se souvenir et ne jamais oublier. Contre l'oubli, les témoignages de survivants sont de parfaits supports de transmission de la mémoire. Mireille Blanchet-Arnaud, survivante du massacre, nous raconte dans un témoignage poétique la vie de son village avant d'évoquer l'atrocité de la barbarie nazie. Tu dis la joie, tu dis la peine, tu dis l'amour, tu dis la haine, tu dis tous les espoirs, tous les bilans, tous les regrets, tous les élans. Tu cries parfois tes colères contre l'injustice, contre la guerre. Tu es miroir des émotions, révélateur des impressions. Tu es témoin. Tu dis, tu chantes ou tu pleures, mais tu demeures l'écho de nos cœurs. Poésie. Après avoir peiné, tenté d'oublier, nous avons la peur du toujours et du meilleur. Retrouvons le sens de nos rires, celui de nos pleurs. Comme une larme sur une joue, au souvenir, la poésie prend son envol. Elle est de toutes les couleurs, de celles aussi que l'on n'a pas choisies. Quand il n'y a plus rien, il reste encore la poésie, comme un souffle d'espoir, un cri parfois. J'avais 5 ans. Je savourais sans retenue la tendresse de mon cher village, Maillé. Maillé respirait la bonne humeur et la joie de vivre. Malgré la dureté du moment, chacun savait accepter et conjuguer le soleil et la pluie, sans que rien ne s'oppose au bon déroulement des heures et des jours. La douceur tourangelle fesonnait nos maisons, nos champs, nos vignes. La nature laissait vagabonder le petit réveillon, ruisseau paré de peupliers, dans le bourg, à l'oreille du café bouté. À quelques mètres, la forge de Monsieur Martin faisait naître des bouquets d'étincelles. À longueur de temps, notre réveillon circulait librement dans la sinuosité de la campagne, accueillant les fleurs sauvages, les oiseaux se reposant sur ses rives entre 2 rangées de sveltes peupliers. Calme, sérénité, apaisement au cœur d'une famille aimante. Maillé laissait admirer son damier de couleurs, de formes, de parfums, coquelicots, bleuets, menthe sauvage était la promesse de notre bonheur journalier. Dans les jardinets, les tomates vermeilles rivalisaient avec la robe vert tendre des haricots verts et profitaient sans contrainte des rosiers au caractère bien affirmé. La ferme de la Varenne remplissait chaque soir une belle laitière d'un lait bien mousseux qui régalait la fratrie. Sous le pont de chemin de fer, qui faisait le gros dos sous la ligne Paris-Bordeaux, nous, les plus jeunes, nous lancions des phrases insensées que l'écho avec virulence nous rapportait. C'étaient des éclats de rire à n'en plus finir. Ma petite église du XIIe siècle, au porche plein centre, soulignait la beauté simple de ce bourg. Elle m'était familière
avec sa chorale, sa tribune, son clocher et son curé, l'abbé André Payan. La petite épicerie Guerrier était la maison où se côtoyaient le pain, les chaussures, les produits d'entretien, les allumettes et bien d'autres trésors hétéroclites. Je retiens étrangement les minuscules caramels mous à 1 sou. Ma première année d'école fut, pour la fillette que j'étais, une large porte ouverte sur la vie. Les enfants d'âge scolaire nous rejoignaient à l'entrée du parc d'Argenson, à 2 pas de notre maison. J'habitais au hameau des Doucets. Le nomastique parle d'elle-même, les Doucets. Sur les chemins de l'école, nous nous retrouvions ainsi, une quinzaine. Nous cheminions sur le sentier qui longeait l'enceinte du parc. Nos instituteurs, sensibles à l'actualité, invitaient les aînés des classes à participer à la recherche pour l'Institut Pasteur. Les plus jeunes considéraient avec étonnement leurs trophées, vipères capturés, coquilles d'œufs, de nuisibles. Mais le parc d'Argenson était devenu également l'antre de ma terreur. J'étais la plus jeune de la bande et je ne cessais de guetter la cime des arbres. Les aînés m'avaient raconté qu'un chat sauvage me suivait et que je devais le fixer pour enrayer toute attaque. Quelle affaire! Les griffes d'un chat sauvage, mais bien inoffensif. Ah, des griffes! Des griffes! J'ai ressenti les vraies griffes, les vraies profondes douleurs de cet été 44. Amaillé, les fraises des bois, les noisettes, les grains oubliés, les mûres, les prunelles, les noix, les odeurs, les saveurs, les sons, des richesses engrangées dans la valise de mes souvenirs. J'aimerais tant pouvoir encore me mirer dans l'eau claire du petit lavoir, me pencher sur les bulles de savon brillantes et aériennes qui s'échappaient du linge des lavandières. Ces femmes, aux bras forts, tapaient et retapaient du battoir, agenouillées, partageant les nouvelles fraîches émanant du village. Les Doucets se trouvaient à quelques dizaines de mètres du parc d'Argenson. Été 1944. Nous étions en vacances. Le cœur des moissonneuses batteuses tendait à s'essouffler. Les fenaisons laissaient s'échapper en de longues traînes olfactives leur senteur d'été. Les sécateurs s'aiguisaient pour les futures vendanges. Les chevaux assuraient encore péniblement quelques travaux des champs sous le regard attentif de nos paysans. Ces derniers étant impatients de récoltes fructueuses, et l'on pouvait pressentir chez eux l'inquiétude d'un automne parfois capricieux. « 25 août 44. 25 août 44. Des ruines. Des ruines inexplicables. Maillées cernées, pillées, dévastées. 124 personnes traquées périssaient dans le plus horrible massacre. 52 habitations embrasées sur 60. Dans les yeux de chacun se lisent l'incompréhension, l'effroi, la consternation. Le lendemain de ce carnage, ici, dans ce village tourangeau, l'homme est témoin d'un abîme de misère, où l'esprit de violence et la primauté de la force cruelle l'ont précipité. Il fallait donc la guerre aussi. Il fallait donc des gestes sanglants, accomplis par des fous. Aucune littérature ne pourra effacer les morsures infligées. Brutalité foncière au jour de la libération de Paris. Je creuse les brumes opaques du souvenir.
En cette année 1944, octobre a sonné la rentrée des classes, la rentrée tout court. Des classes, rien, plus rien. Des pupitres carbonisés, des pupitres vides, des tableaux effacés, des encriers assoiffés de leur encre violette, des archives gommées, des amas de pierres, léchés par la flamme, ulcérés par le feu, tels des gardiennes du passé, reste le cadavre de ma petite école. Longtemps, j'ai cherché cette petite fille, au regard vif, perle d'ébène, habillée d'un élégant tablier bleu au volant vaporeux qui abritait un élégant chemisier smoké. Je l'ai cherchée. Elle m'avait prêté pour l'été une minuscule balle qui tenait dans ma main, une balle en mousse bleue qui, disait-elle, montait jusqu'au ciel si je la frappais bien fort au sol. J'avais essayé, mais le ciel, quand on a 5 ans, il est bien haut. Longtemps, bien longtemps, j'ai cherché cette fillette qui m'avait donné la main pour me rassurer lorsque pour la première fois j'avais franchi le seuil de mon école l'année précédente. Cette fillette, je ne l'ai jamais retrouvée. La petite balle en mousse bleue n'a pas quitté mon cartable jusqu'au jour où il s'est autorisé à glisser entre les lames disjointes du café Mété, où nos classes mutilées avaient été accueillies après le désastre. Ni fillette, ni balle, rien qu'une mémoire tenace, indélébile, de cette amitié bâtie de tendresse, née entre 2 enfants. L'une qui croyait au ciel, l'autre qui n'y croyait pas. Au plus profond de moi, j'ai mal, j'ai très mal, toujours. Inlassablement, le balancier découpe le temps, le silence. Maintenant, le jardin est désert, une porte claque, mais derrière, il n'y a personne. Le ciel n'a plus de voix. Les arbres sont muets, les oiseaux absents. La maison est bien vide. On attend qui? On attend quoi? Attente, pleurs, silence. Planter l'arbre de la paix, quel geste magnifique! Symbole immuable, socle pérenne des intentions pacifiques pour les enfants de l'avenir. Preuve d'un engagement concret, de liens d'amitié, de coopération croissante. Regarder un arbre de la paix grandir, c'est pas seulement contempler le miracle de la nature. C'est aussi rester vigilant, prudent, lucide face au monde, qui sous un souffle parfois noir peut chuter à nouveau dans l'atrocité. L'homme a prouvé qu'il pouvait être un loup pour l'homme. Chacun de nous porte en elle, en lui, le devoir de mémoire, le devoir d'agir à sa mesure pour la paix, seule vectrice du sens réel de l'humanité et de sa dignité. Réconciliation. Réconciliation. La maison du souvenir porte en elle le témoignage, la volonté, le témoignage de ces événements, au travers d'échanges avec les jeunes, de partage, de dialogue. Le chemin a été long. Le silence a été bavard.
La diplomatie ne peut pas tout résoudre, mais il faut tout mettre en œuvre pour qu'elle l'emporte sur la barbarie, pour que la réconciliation permette le même langage. Accueillons la poésie du cœur qui peut nous conduire à la cime de cet arbre de paix. Mathieu Termeau, petit-fils d'Auguste Termeau, massacré le 25 août 1944, revient sur cette journée en récitant la fin tragique de son grand-père. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en plein hiver. N'oubliez pas que cela fut. Ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y, chez vous, dans la rue, en vous levant, en vous couchant. Répétez-les à vos enfants. Ici, sur cette terre de Touraine, dans ce village de Maillé, on n'a pas oublié la journée du 25 août 1944. On ne peut pas l'oublier. On ne doit pas l'oublier. Ce matin-là, le matin du 25 août 1944, Auguste Henri se lève, se lave, s'habille et va dans la cuisine se préparer son ersatz de café. Il ouvre la porte de la chambre de sa petite fille, Ginette. Elle dort paisiblement. Auguste Henri est d'humeur joyeuse. On raconte dans le pays que Paris serait sur le point d'être libéré. Après ces années d'occupation, que sur la France souffle le vent de la liberté est un tel bonheur, une telle promesse de réjouissance. Auguste Henri est chef de canton à la SNCF. Ce matin-là, il doit porter un pli à Port-de-Pile, près de Châtellerault. Auguste Henri a perdu sa femme en 1942, d'une embolie. Il a trouvé un peu de réconfort auprès de Léonie, qui tient la petite épicerie à Noyant-en-Touraine. Il enfourche sa bicyclette et pour aller à Port-de-Pile, il doit traverser le village de Maillé. Lorsqu'il arrive dans le village, celui-ci est encerclé, cerné par une division de Waffen-SS. Plus personne ne peut sortir du village. Plus personne ne peut y entrer. Les Allemands sont venus pour tuer, pour massacrer, pour piller Maillé. La petite Paulette Creuson, qui ramène son troupeau de vaches au champ, son corps est criblé de balles, et une à une, il tue toutes les vaches du troupeau. Les Allemands sont venus pour tuer les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les vieillards et les animaux. Ils sont jeunes, habillés de vert, et ils rient, a écrit l'abbé Paillon dans son livre. Un déluge de feu s'abat sur Maillé. L'apocalypse est sur le village. Partout, des cris, partout, des tirs, des rafales de mitraillettes, des supplications. L'air est irrespirable, la chaleur infernale, les maisons brûlent, la fumée pique les gorges et fait pleurer les yeux. L'apocalypse est sur Maillé. Ils sont verts, ils sont habillés de vert, ils sont jeunes et ils rient. Est-ce qu'il a ri, celui qui a pointé son arme sous le cou du bébé de 6 mois, Daniel Martin, et lui a fait éclater la cervelle? Est-ce qu'il a ri, celui qui a égorgé
un enfant de 2 ans, le petit Guiton. Puisse leur conscience avoir été lourde, très lourde, tout au long de leur vie, puisque aucun parmi eux n'a jamais été ni retrouvé, ni jugé pour leur crime abject. Auguste Henri a trouvé refuge dans la petite maisonnette qui longe la voie ferrée, là où travaille Paul Milori, le garde-barrière. Il vit là avec ses 2 fils, Yvon et Jean. Sont présents également d'autres hommes dans cette petite maisonnette. Mais 2 Allemands arrivent. Et leurs ordres sont sans appel. Raus! Schneller, schneller, raus! Les hommes sortent les mains sur la tête. Ils marchent, encadrés par les Allemands, jusqu'à la place principale de Maillé. On les fait s'aligner devant la poste et ils sont abattus de rafales de pistolets mitrailleurs. Les corps tombent. Auguste Henri tombe, mort. Mais Yvon Milori, le fils de Paul, lui est allongé, il n'a pas été touché. Sur lui, il y a son frère Jean. Et Yvon sait qu'il ne doit pas bouger. Il doit faire le mort. Mais les SS jettent sur les corps des plaquettes de phosphore. Les corps brûlent. Et Yvon sent la douleur atroce des flammes sur ses vêtements, sur son côté droit. Mais Yvon Milori survivra au massacre. À un autre endroit du village, la petite Morissette Charpentier regarde sa maman qui a été touchée mortellement d'une balle. Son corsage est imbibé de sang. Et sa maman lui dit « Morissette, va-t'en, sinon ils vont te tuer toi aussi. » Sous l'œil goguenard d'un SS qui dit « Das ist ein Großmalheur, Großmalheur. » Alors Morissette regarde une dernière fois sa maman, elle court. Dans sa fuite éperdue, elle ne sent pas les balles qui sifflent. Et pourtant, l'une d'entre elles effleure sa tête et une autre la touche au bras. Morissette a survécu au massacre de Maillé. Pendant des années, Morissette ne pouvait pas ouvrir la porte de chez elle si quelqu'un sonnait et frappait, sans éprouver un instant de panique que peut-être derrière cette porte, il y ait un SS et son fusil. Il lui a fallu des années pour surmonter. Il a fallu des années à tous les rescapés pour surmonter cette terrible journée. Car comment vivre normalement lorsqu'on a vécu une telle abomination? Morissette n'est plus là. Gilbert Chedozo et son frère Jean-Louis ne sont plus là. Serge Martin n'est plus là. Et il nous manque. Il nous manque tellement. Ils ont tellement fait. Ils ont trouvé le courage, la force de témoigner, de dire, de raconter, de transmettre. Et puis, il y a ceux qui sont encore là et à qui nous exprimons toute notre reconnaissance. On leur doit beaucoup. Aussi, nous tous qui sommes ici aujourd'hui, des plus jeunes aux plus anciens, nous devons nous approprier cette histoire dans l'histoire. L'histoire du massacre de Maillé le 25 août 1944, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous devons nous approprier cette histoire pour devenir des combattants, mais des combattants pour la paix, et lutter contre la guerre, contre toutes les guerres, partout où elles se trouvent. Morissette, si tu savais, il y a eu la journée du 7 octobre et ce massacre sur la terre d'Israël. Morissette, si tu savais, il y a des milliers de morts, des hommes, des femmes et des enfants dans la bande de Gaza. Morissette, si tu savais, il y a ce conflit en Ukraine et son lot, son cortège de larmes, de souffrances et de morts. Si tu savais, Morissette, tous ces conflits qu'il y a partout dans le monde, dont on ne parle pas, ou si peu. Toi qui me disais,
Tu vois, Mathieu, le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, les massacres de Srebrenica dans l'ex-Yougoslavie. L'homme ne retient rien, l'homme n'apprend rien, tout recommence toujours et encore. MR7. N'oublions pas que cela fut. Ne l'oublions pas. Gravons ces mots dans nos cœurs et répétons-les à nos enfants. 124 victimes, 124 noms sur une longue liste. Le lourd bilan du massacre est rappelé chaque année par une lecture du nom de chaque personne assassinée. Auger Paul, 60 ans. Auger Eugénie, 59 ans. Audevar François, 41 ans. Barré Achille, 38 ans. Bec Germaine, 15 ans. Bec Jean-Marie, 8 ans. Bec Jacques, 2 ans. Blanchard Yvonne, 18 ans. Brion Marie, 61 ans. Bruno Madeleine, 89 ans. Brunet Suzanne, 29 ans. Brunet Marcel, 7 ans. Brunet Yolande, 5 ans. Brunet Jacques, 8 mois. Bruzo Marie, 30 ans. Bourguignon Louis, 74 ans. Bourguignon Marie, 68 ans. Champigny Roberte, 38 ans. Champigny Jacques, 10 ans. Champigny Jean, 4 ans. Champigny Marie, 73 ans. Charpentier André, 35 ans. Charpentier Pierre, 10 ans. Charpentier Lucien, 1 an. Charret Jeanne, 32 ans. Charret Nadine, 10 ans. Charret Michel, 1 an. Chedozo Henri, 53 ans. Chep Julien, 45 ans. Chevalier Charles, 83 ans. Chevalier Véronique, 79 ans. Chevillard André, 19 ans. Confolant Maria, 46 ans. Confolant Pierre, 23 ans. Confolant Jeanne, 20 ans. Confolant Yves, 19 ans. Confolant René, 17 ans. Confolant Hélène, 14 ans. Confolant Jean, 13 ans. Confolant Claude, 11 ans. Coulombeau Henri, 64 ans. Coulombeau Joséphine, 59 ans. Creuson Germaine, 38 ans. Creuson Pierrette, 10 ans. Creuson Gérard, 4 ans. Creuson Monique, 1 an. Creuson Charles, 69 ans. Creuson Jeanne, 67 ans. Creuson Paulette, 14 ans. Creuson Théodore, 43 ans. Creuson Fernand, 18 ans. Didelin André, 39 ans. Didelin Jeanne, 39 ans. Didelin Janine, 18 ans. Didelin André, 12 ans. Didelin Charles, 10 ans. Didelin Michel, 8 ans. Fialton Valérie, 60 ans. Fialton Gérard, 12 ans. Fournier Jean, 6 ans. Gabillot Victor, 51 ans. Gabillot René, 45 ans. Gambier Marie, 84 ans. Glay Auguste, 37 ans. Gouard Ernest, 43 ans. Gouard René, 38 ans. Gouard Camille, 12 ans. Gouard René, 3 ans. Granet Pierre, 56 ans. Guérin Henri, 52 ans. Guerrier Jeanne, 31 ans. Guerrier Michel, 4 ans. Guillochon Alexandre, 42 ans. Guillochon René, 38 ans. Guillochon Eliane, 10 ans. Guiton Charles, 80 ans. Guiton Charles, 47 ans. Guiton Robert, 30 ans. Guiton Marie, 26 ans. Guiton Yvette, 6 ans. Guiton Arlette, 4 ans. Guiton Jackie, 2 ans. Guiton Colette, 27 ans. Guiton Eliane, 6 ans. Guiton Gérard, 4 ans. Guiton Germaine, 38 ans. Guiton Jacqueline, 6 ans. Guiton Anne, 78 ans.
Inderchen Joséphine, 48 ans. Inderchen Gisèle, 11 ans. Jamin René, 36 ans. Leral Henriette, 32 ans. Leral Claude, 10 ans. Martinier Pierre, 43 ans. Martin René, 34 ans. Martin René, 30 ans. Martin Raymond, 9 ans. Martin Josiane, 5 ans. Martin Daniel, 6 mois. Menanto Marguerite, 32 ans. Menanto Huguette, 15 ans. Menanto Cyril, 12 ans. Menanto Edgar, 6 ans. Menanto Mireille, 2 ans. Menanto Hubert, 3 mois. Métais Jules, 31 ans. Mété Simone, 24 ans. Métais Jackie, 6 ans. Mété Janine, 4 ans. Métais Justine, 60 ans. Meunier Annie, 5 ans. Meunier Jean, 3 ans. Milori Paul, 45 ans. Milori Jean, 15 ans. Pérouse Monique, 4 ans. Ricotier Ernestine, 44 ans. Sondac Joseph, 23 ans. Sornin Baptiste, 43 ans. Tard Louise, 78 ans. Tartre Armand, 52 ans. Tartre Justine, 71 ans. Thermo Auguste, 43 ans. Vincent Joseph, 78 ans. Vincent Désiré, 71 ans. Point d'orgue de cette matinée de commémoration, les autorités françaises et allemandes prononcent une série de discours à la Maison du Souvenir de Maillet. Madame la ministre Joseph Paul, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je ne prendrai pas le temps de vous saluer en vos qualités respectives. Vous tous ici rassemblés, vous avez choisi d'être avec nous pour commémorer en ce dimanche matin le 80e anniversaire du massacre de Maillet. Pour cela, vous êtes toutes et tous nos amis. Et je tenais à vous remercier très sincèrement de ce temps que vous avez choisi de passer à nos côtés. Vous l'avez constaté, cette année, cette cérémonie a été beaucoup plus longue. Nous terminons tous cette matinée fatiguée. Je vous prie de nous excuser. Et j'ai évidemment une intention de culpabilité particulière pour les nombreuses personnes dont l'âge et la santé ont rendu l'allongement de cette commémoration plus difficile à supporter. Mais pourtant, je crois qu'il était important ce matin que nous prenions le temps. Que nous prenions le temps, à plusieurs reprises, de nous arrêter et de réfléchir à ce drame. À ces victimes innocentes, massacrées le 25 août 1944. Ces temps étaient nécessaires pour dépasser le rituel républicain habituel de notre cérémonie. Nécessaires pour que nous puissions, durant cette matinée, réfléchir à ces vies brisées. Et ce qu'elles auraient pu être si la barbarie n'avait pas frappé ce jour-là. Cette cérémonie est un moment de mémoire, pourtant dans la tête de ceux qui l'ont vécu, dans les esprits de ceux qui ont perdu des proches durant ce drame. Cette journée est présente quotidiennement. Ces derniers jours, j'ai pris connaissance de nombreux témoignages dont j'ignorais l'existence. Plus que jamais, j'ai pu prendre conscience de l'horreur de cette journée, de la violence du traumatisme et de la difficulté que cela a dû être pour vous, survivants du massacre, pour vous reconstruire. Ce temps que nous avons passé ensemble ce matin, c'est une manière de dire à nos survivants que nous sommes avec eux et que nous acceptons de les accompagner quelques heures sur le chemin douloureux du souvenir. Si aujourd'hui la mémoire de Maillet paraît plus vive qu'hier, c'est parce que des personnes se sont engagées. C'est parce que des acteurs ont donné leur énergie, leur temps, parfois sacrifié une partie de leur santé, pour que Maillet ne soit plus le massacre oublié. J'ai en ce jour si particulier une pensée émue pour deux d'entre eux, aujourd'hui disparus. Gilbert Chelozo, ancien maire de Maillet qui avait racheté le café Mété pour en faire
la Maison du Souvenir, et pour Serge Martin, qui a témoigné inlassablement pour faire connaître ce drame. Je salue aussi mon prédécesseur Bernard Hillon, qui s'est tant battu pour créer et pérenniser la Maison du Souvenir de Maillé. Je ne cite ici que les principaux noms, mais souvenons-nous que cette mémoire doit encore et toujours être portée, afin que cette histoire ne retombe pas dans l'anonymat d'hier. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, et je vous en remercie toutes et tous. Il me faut néanmoins prendre quelques minutes pour remercier du fond du cœur tous ceux qui ont œuvré pour que cette cérémonie se déroule dans les meilleures conditions. Je commencerai par la préfecture, monsieur le préfet. Depuis plus d'1 an, nous échangeons sur ce 80e anniversaire. Soyez remerciés et remerciez vos services pour leur aide dans l'organisation de cette commémoration. Je remercie aussi l'ensemble des forces de l'ordre. Merci pour votre engagement, aujourd'hui et au quotidien, dans des conditions souvent difficiles, au service de la population. Merci aussi à celles et ceux qui par leurs mots et leurs notes, ont donné un retentissement particulier à notre cérémonie. Merci à Mireille Blanchet et à son association. Merci à Francine, merci à Michel. Merci à Christina, venue interpréter brillamment la Marseillaise, à Mathieu Termeau pour le récit de son grand-père. Merci aux enfants ayant participé aux lectures de textes. Vous avez donné, voire redonné, du sens à cette matinée. Merci aux musiciens du SDIS et au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Merci Nadège d'avoir amené une solennité particulière aux différents temps de la commémoration. J'ajoute merci à Fabienne également. Je tiens aussi à remercier les porte-drapeaux toujours fidèles et toujours présents pour honorer la mémoire des 124 victimes de Maillé. Il y en avait peut-être une centaine ce matin. L'organisation de cette cérémonie n'aurait pas été possible sans l'investissement de nombreuses personnes. Des bénévoles venus du Camp de Noailles. Merci au commandant du 14e BS Math et des équipes de la mairie de la Maison du Souvenir. Merci aussi à la commune de La Celle-Stavant pour son prêt de matériel. Enfin, monsieur le ministre, merci d'être là, ici, pour représenter l'État. Vous savez combien Maillé déplore être oublié et toujours relégué à une commémoration de seconde zone. Votre présence aujourd'hui nous honore. Nous alertons régulièrement à la préfecture sur les difficultés que nous avons à faire vivre cette mémoire dans notre petite commune. Nous avons commencé cette cérémonie par l'inauguration d'un arbre de la paix, ô combien symbolique pour notre commune meurtrie par les déchirements. Merci à l'ensemble des délégations allemandes présentes à nos côtés ce matin. Votre présence pour ce 80e anniversaire montre le chemin parcouru depuis 1945 et nous ne pouvons qu'espérer que les arbres de la paix soient plantés à l'avenir dans ces régions du monde où encore aujourd'hui résonnent les coups de fusil et de canon. Dans quelques minutes ou quelques heures, nous rentrerons tous chez nous. Ce moment partagé s'étrompera dans nos souvenirs, notre quotidien, le travail, la famille, les petits tracas, nos préoccupations effaceront l'émotion que nous avons ressentie ensemble aujourd'hui. Pourtant, soyons conscients que le travail de la mémoire, ce n'est pas simplement venir de temps à autre participer à une cérémonie, ce n'est pas simplement déposer une gerbe une fois l'année au pied d'un monument, ce n'est pas simplement écouter attentivement les discours et chanter la Marseillaise. Le travail de mémoire, c'est comprendre quels sont les mécanismes et les processus qui ont mené à ces drames. Le travail de mémoire, c'est comprendre que la haine et l'intolérance sont les graines qui, plantées dans les esprits, mènent à la barbarie. Le travail de mémoire, c'est défendre nos idéaux de liberté, d'égalité, mais aussi et surtout de fraternité, qui doivent être les ciments de notre République. Notre présence ce matin devant un monument gravé de 124 noms nous y engage. Je vous remercie.
Monsieur le ministre Marc Fesneau, Madame la ministre Frau Joséphine Paul, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire, cher Jean-Jacques, Mesdames, Messieurs. Il y a 80 ans, la haine et la barbarie s'abattaient sur Mayet. Il y a 80 ans, en une matinée, un déchaînement de violence frappait ce village. Maison après maison, 124 hommes, femmes, enfants étaient traqués, abattus et le village incendié. Puis, comme s'il fallait finir d'écraser ce bourg paisible, dans l'après-midi, les bourreaux pilonnent Mayet à l'aide d'une pièce d'artillerie, parachevant sa destruction. Dans les années d'après-guerre, alors que le village se reconstruit et que la vie semble reprendre son cours, le silence s'installe, le silence s'impose. Le silence s'impose parce qu'il n'y a pas de mots qui peuvent exprimer ce drame. Le silence s'impose aussi parce que personne ne pose de questions. Parce que Mayet n'intéresse plus personne. Le drame de Mayet, c'est aussi le drame de ce silence. Cette seconde injustice de l'oubli qui condamne les victimes à se taire alors que certaines voudraient crier leur douleur. Chers survivants, vous êtes encore quelques-uns, quelques-unes parmi nous ce matin. Il y a une vingtaine d'années, vous avez accepté de parler, de raconter, de témoigner. Votre présence nous remplit d'émotion et c'est toujours un honneur pour moi de représenter votre association. Il y a quelques décennies, cette cérémonie se déroulait dans un total anonymat. Rares étaient les personnes présentes. Durant la matinée du 25 août, seules les familles se rassemblaient dans le bourg de Mayet. Elles étaient seulement accompagnées de quelques délégations de la CGT ou du Parti communiste. Chers amis, merci d'avoir été là. Merci d'avoir toujours été là pour entretenir la flamme de la mémoire. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Aujourd'hui, nombreuses sont les autorités. Aujourd'hui, Monsieur Fesneau, vous êtes avec nous pour représenter le gouvernement de la République française, pour nous montrer que non, Mayet n'est plus oublié. Ce matin, nous avons tous ensemble commémoré le massacre de Mayet. Dès 10 heures, probablement un peu plus car on avait un peu de retard, la cérémonie commençait au centre du village pour un parcours de mémoire et d'hommage. Un parcours en 3 temps, le square, la gare et le cimetière. Nous nous sommes recueillis devant le monument qui, depuis 40 ans, égrène les noms et les âges des 124 victimes. Merci à chacun d'entre vous, élus, représentants d'institutions, d'associations ou anonymes, d'avoir été avec nous dans ce moment toujours difficile. Mesdames, Messieurs, vous avez pu, en arrivant dans ce jardin, découvrir les visages de ces 124 victimes. Un nombre, une liste où se succèdent des noms, des âges. Les victimes de Mayet ont longtemps été condamnées à un traitement collectif, à une statistique. À l'occasion du 80e anniversaire du massacre, nous souhaitons leur rendre un hommage particulier en leur redonnant un visage. Visage sérieux ou souriant, ces portraits nous permettent de mieux imaginer ce qu'était leur vie, brisée le 25 août 1944. Ces visages nous obligent. Tout d'abord, ils nous obligent à nous retrouver chaque année afin d'entretenir cette mémoire. Ils nous obligent à combattre les idées nocives, les idées nauséabondes, les idéologies gorgées de haine qui ont et qui continuent de conduire à des drames humains. Ils nous obligent aussi à poursuivre notre travail éducatif et pédagogique afin de transmettre aux plus jeunes une meilleure compréhension de l'histoire, afin qu'à leur tour, ils deviennent porteurs de mémoire. Ce travail de transmission, ô combien important dans le contexte actuel, c'est la mission quotidienne de la Maison du Souvenir. Depuis plusieurs années maintenant, c'est à l'association que je préside qu'incombe la responsabilité de porter ce lieu. Responsabilité lourde à porter. Alors que l'inflation alourdit les charges et que nos partenaires, face à leurs propres difficultés, peuvent être tentés de s'interroger sur la poursuite de leur engagement.
Monsieur le maire, cher Jean-Jacques, Monsieur le président de la communauté de communes, cher Christian Pimbert, Madame la présidente du conseil départemental, chère Nadège Arnaud, merci de votre engagement à nos côtés et de poursuivre votre effort financier pour que la Maison du Souvenir puisse continuer son travail d'histoire, de mémoire, mais aussi d'engagement citoyen. Merci aussi à la région, cher Pierre-Alain Roiron, d'avoir accepté de s'engager encore plus à nos côtés en nous faisant bénéficier d'une convention qui sécurise, pour le moment, notre structure. La situation financière reste malgré tout très difficile et nous craignons pour la suite. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, vous le savez, en 2023, la Maison du Souvenir s'est vue refuser le versement du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce fonds soutenait l'action pédagogique de la Maison du Souvenir auprès des 4000 élèves qui franchissent ses portes chaque année. La définition de ce fonds, qui vise à lutter contre les idéologies extrémistes et contre les théories conspirationnistes, correspond exactement à l'approche de notre lieu de mémoire, fortement engagé sur les questions de citoyenneté. Afin de nous aider à mener à bien les projets envisagés dans le cadre du 80e anniversaire, l'État nous a soutenus cette année, mais dans des proportions moindres, et nous restons inquiets pour les années à venir. Ce travail d'histoire, de mémoire, mais aussi d'engagement citoyen quotidien, nous ne pouvons pas le mener sans votre soutien, et nous comptons sur vous. Je veux aussi remercier les représentants de la République fédérale d'Allemagne, partenaires fidèles, qui depuis quelques années maintenant nous accompagnent financièrement dans nos projets, ainsi que de généreux donateurs individuels. Je veux insister sur ce point, car en 2024, l'aide provenant de l'Allemagne sera égale au soutien du seul État français. Enfin, comment ne pas terminer mon propos sans une pensée émue pour les civils qui aujourd'hui vivent l'horreur de la guerre. Nous avions de beaux projets sur cette question des civils dans les conflits contemporains que nous avons dû abandonner ou repousser faute de moyens humains ou financiers. Mais alors que l'actualité nous rappelle tous les jours que des innocents subissent la haine et le fanatisme, nous, représentants des victimes de Maillé, nous hurlons aux armées de cesser de bombarder des civils. Nous exhortons les groupes terroristes à libérer leurs otages. Certes, cet appel aujourd'hui, dans notre petite commune de Touraine, peut sembler vain, mais ne pas le dire, ce serait se résigner à accepter cette situation. Au nom des 124 victimes de Maillé, nous ne pouvons pas nous y résoudre. C'est pour cela que je ne peux terminer cette prise de parole sans citer Paul Éluard dans un de ses poèmes pour la paix. Je connais tous les lieux où la colombe loge, et le plus naturel est la tête de l'homme. L'amour de la justice et de la liberté a produit un fruit merveilleux, un fruit qui ne se gâte point, car il a le goût du bonheur. Que la terre produise, que la terre fleurisse, que la chair et le sang vivant ne soient jamais sacrifiés, que le visage humain connaisse l'utilité de la beauté sous l'aile de la réflexion. Pour tous du pain, pour tous des roses, nous avons tous prêté serment, nous marchons à pas de géant et la route n'est pas si longue. Nous fuirons le repos, nous fuirons le sommeil, nous prendrons de vitesse l'aube et le printemps, et nous préparerons des jours et des saisons à la mesure de nos rêves. La blanche illumination de croire tout le bien possible. L'homme en proie à la paix se couronne d'espoir. L'homme en proie à la paix a toujours un sourire après tous les combats pour qui le lui demande. Je vous remercie. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, je suis désolée, je ne parle pas français. Ich danke Ihnen für die Einladung und es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Demut, heute hier
mitten unter ihnen an diesen Tag zu erinnern, der für ein kaum vorstellbares Verbrechen steht. Ein Verbrechen, das viele Bürgerinnen und Bürger von Mayet das Leben gekostet hat. Bis heute wirken die Ereignisse nach und bleiben ein Trauma für die Menschen von Mayet. Je vous remercie pour cette invitation et je suis en pleine gratitude d'être ici parmi vous pour commémorer un jour qui représente un crime inimaginable. Un crime qui a coûté beaucoup de citoyens de Mayet la vie. Jusqu'à aujourd'hui, les événements restent dans les mémoires et sont un traumatisme pour les êtres humains de Mayet. Denn hier in Mayet fand vor genau 80 Jahren eines der schrecklichsten Kriegsverbrechen statt, das von Deutschen und im Namen Deutschlands in Frankreich verübt wurde. Es ist schwer erträglich, sich vor Augen zu führen, was im August 1944 an diesem Ort passierte, weil es unfassbare, menschenverachtende Gräuel waren, die die fast völlige Zerstörung des Dorfes bedeuteten. Car ici à Mayet, il y a 80 ans exactement, aujourd'hui, il avait lieu un des crimes les plus horribles commis par des Allemands et au nom de l'Allemagne ici en France. C'est difficilement supportable d'envisager ce qui s'est passé en août 1944 ici à ce lieu. Car c'était des crimes inhumains qui méprisaient les êtres humains et en plus qui a amené à la quasi-destruction du village. Umso wichtiger ist und bleibt das Gedenken, damit diejenigen, die ihr Leben verloren haben, niemals vergessen werden und damit es uns Mahnung sei, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Und ich möchte Ihnen sagen, dass es mich tief bewegt und ich demütig bin, heute hier als Deutsche und als Vertreterin einer deutschen Landesregierung zu Ihnen sprechen zu dürfen. Autant plus, c'est important de se souvenir de la mémoire pour que ceux qui ont perdu leur vie ne seront jamais oubliés et que ça c'est notre responsabilité, que ça ne devrait plus jamais se reproduire. J'aimerais vous dire que je suis très émue et humble de pouvoir vous parler aujourd'hui en tant qu'Allemande et représentante d'un gouvernement régional en Allemagne. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, dass wir anlässlich des Gedenkens auch einen Austausch zwischen der Jugend unserer Länder ermöglichen. Das angesichts unmenschlicher Verbrechen und unermesslichen Leids hervorgerufen durch die deutsche Besatzung und ihre Gewalttaten Versöhnung überhaupt möglich ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Dass die Jugend in unseren beiden Ländern heute in einem Gefühl der Freundschaft und der Verbundenheit zwischen Frankreich und Deutschland aufwächst und lebt, ist ein großes Geschenk, das es zu wahren und zu schützen gilt. Ça me remplit de gratitude et de joie que lors de cette mémoire aujourd'hui, il y a aussi un échange entre jeunes de nos pays qui est devenu possible. Imaginez que vis-à-vis des crimes, des horreurs, du chagrin provoqués par l'occupant allemand et ces crimes, ces cruautés, imaginez qu'aujourd'hui on a des échanges des jeunes de nos deux pays, que la réconciliation est devenue possible. Ça vient pas de soi, c'est pas tout à fait naturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que la jeunesse de nos deux pays aujourd'hui peut grandir et vivre dans le sentiment d'amitié et d'unité entre la France et l'Allemagne, c'est quelque chose qu'il faut protéger et sauvegarder. Dass Frankreich und die Franzosen uns die Hand zur Versöhnung gereicht haben und dass wir heute gemeinsam gedenken können.
gleicht vielleicht fast einem Wunder, wofür ich zutiefst dankbar bin. Und möge der Friedensbaum, den wir gemeinsam gepflanzt haben, ein Symbol sein für die festen Wurzeln von Versöhnung und Erinnerung, von Gedenken. Und möge er ein Symbol sein dafür, dass Versöhnung und dass Freundschaft wachsen können. Que la France et les Français nous ont donné la main pour la réconciliation et que nous pouvons commémorer ensemble aujourd'hui, ça ressemble à un miracle. Et je suis profondément reconnaissante de ce miracle. Que cet arbre de paix qu'on a planté aujourd'hui, qu'on a béni aujourd'hui et qu'on a célébré aujourd'hui, devient un symbole pour les racines profondes de l'amitié entre la France et l'Allemagne, que ça devient un symbole pour ce qui nous réunit aujourd'hui. Ich neige mein Haupt in Demut und Scham und ich bitte die Opfer und ihre Nachkommen um Vergebung. Merci. Vous n'avez pas encore entendu la dernière phrase. C'est très important. Elle baisse sa tête, humble et honteuse, et elle vous demande, les victimes, les survivants, les descendants, de pardon. Merci beaucoup. Madame la ministre de la Jeunesse du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, je voudrais vous remercier de vos mots, et d'abord de votre présence, et de vos mots, et je suis très heureux de vous saluer comme collègue, et aussi comme symbole de l'amitié et la réconciliation franco-allemande qui est à l'œuvre depuis de nombreuses années. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente du département, du conseil départemental, monsieur le maire de Maillé, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le conseiller régional, par ailleurs sénateur, mais que je salue et qui représente le président de la région, mesdames et messieurs les élus, des environs, au-delà des environs, je salue le maire d'Oradour, que je suis heureux de retrouver ici, madame la directrice départementale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, monsieur le président de l'association qui fait vivre et la mémoire et le lieu, mesdames et messieurs les représentants de l'ambassade d'Allemagne, mesdames et messieurs les membres des associations mémorielles et du monde combattant, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers rescapés et familles de rescapés, mesdames et messieurs. Oublier ce crime contre l'humanité serait un nouveau crime contre le genre humain. Alors que les livres d'histoire sont emplis de récits de batailles et parfois de souffrances qui y sont liées, il est aussi des événements qui relèvent de ce que le philosophe Vladimir Yankelevitch disait et appelait l'imprescriptible. La tragédie de la commune de Maillé, ici, en Touraine, en fait partie. Avec tous les autres massacres perpétrés sur des populations civiles pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'encontre des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, des étrangers et de tous les innocents qui ont connu la manifestation ultime de la barbarie humaine. Voilà pourquoi nous sommes ensemble ce matin. Non pas seulement parce que nous devons honorer la mémoire des disparus, des rescapés et de leurs familles, mais parce qu'il y a désormais une part de notre humanité qui tient dans ce souvenir douloureux de ce dont l'homme est capable et dont nous serions un peu moins dignes si nous devions l'oublier. Il y a 80 ans, jour pour jour, l'annonce de la libération de Paris par le général Leclerc, après avoir reçu par écrit la capitulation des troupes d'occupation de la capitale, faisait souffler un vent de liberté et de bonheur sur le pays. Pourtant, au petit matin du même jour, ici, dans le village de Maillé, l'inconcevable arrive. La barbarie de soldats d'unités de la Wehrmacht et de la Luftwaffe tuant tout sur leur passage, toute vie, muets par la seule volonté de vengeance, de mort, de violence aveugle,
alors que cette région de Touraine était considérée par l'occupant comme acquise à ce qu'ils appelaient des terroristes. Ainsi, cette journée est à jamais tout autant marquée du symbole du discours flamboyant du général de Gaulle, proclamant sur le perron de l'hôtel de ville ces quelques mots « Paris martyrisé, mais Paris libéré », que de la commémoration du village de Maillé, devenu à jamais martyr, massacré pour nulle autre raison que l'humanité de ses habitants. Le 25 août 1944, alors que l'annonce de la libération de Paris gagne le pays, Maillé est enfermé dans l'ombre et l'agonie pendant plusieurs heures. Les troupes ennemies commencent une tuerie systématique, aveugle, arbitraire. Rien n'échappe aux soldats bourreaux. Même les chiens, les chevaux et le bétail sont tués. Les bâtiments sont brûlés, s'éloignant vers midi du bourg en feu. 80 tirs d'obus vont ensuite être largués, réduisant en cendres le village. Tout ce qu'ils voyaient de vivant était mort, témoignait Roger Buzel, qui avait 20 ans ce 25 août 1944. Ces 124 morts ne furent pas les victimes accidentales d'un combat sans merci. Ils ne furent pas tués par erreur. Ils ne furent pas tués parce qu'ils avaient attaqué un convoi, saboté un train ou tué des soldats. Leur mort ne fut pas la conséquence d'un mouvement de panique face au danger. Les morts de Maillé furent assassinés de sang-froid, avec méthode. C'est un crime qui fut décidé, organisé, planifié dans le cadre d'une politique de terreur. Il ne s'agissait pas alors de combattre, il s'agissait de terroriser et de tuer. Il ne s'agissait pas de se défendre, il s'agissait de faire un exemple, le plus horrible, le plus atroce, le plus insoutenable qui soit. 37 hommes, 39 femmes, 48 enfants de moins de 15 ans, âgés de 3 mois pour le plus jeune, un bébé tué d'une balle dans la nuque dans son berceau, jusqu'à l'âge de 89 ans, autant de vies arrachées à leur avenir, non pas simplement victimes, mais bien martyrs parce qu'ils ont été pris pour bouc émissaire de la liberté. Restent ces noms gravés sur la pierre et qui ont été prononcés tout à l'heure, comme pour leur rendre l'histoire qui leur a été volée par la barbarie et par la furie des temps de la guerre. Restent les visages des rescapés, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire et Monsieur le Président. Restent les témoignages des survivants. Ils sont précieux, ils nous obligent, ils sont la voix de Maillé et la voix de l'humanité. Les villages martyrs de notre pays sont la mémoire encore vive des massacres commis par les troupes allemandes sur notre territoire entre mai 1940 et septembre 1944, exactions dont la brutalité et l'extrême cruauté se sont intensifiées alors que la défaite de l'occupant approchait. Maillé est une terre frappée par une histoire douloureuse, mais où les mémoires sont bien éveillées. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, que je tiens à saluer, des collectivités locales, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, des associations, des particuliers et de l'État à vos côtés, Maillé est aussi une terre de transmission où les passeurs de mémoire sont légion. Car il ne s'agit pas seulement d'honorer les disparus, les rescapés et leurs familles, comme l'écrivait là encore Vladimir Jankélévitch, l'imprescriptif fait que l'histoire ne se conjugue pas au passé, mais au présent et au futur. Il disait encore que les déportés, les massacrés n'ont plus que nous pour penser à eux, et que si nous cessions d'y penser, ils seraient à nouveau anéantis. Nous avons donc une responsabilité qui nous incombe, les faire vivre dans notre mémoire, dans nos récits, et garder ce fil. C'est une expression essentielle et constante du refus de la barbarie, de notre amour de la liberté, de notre attachement à nos valeurs. Je tiens donc tout particulièrement à rendre hommage à l'association pour le souvenir de Maillé que vous présidez, M. Cortot. Cette mémoire doit beaucoup à votre travail et à la maison du souvenir de Maillé qui n'a de cesse de faire œuvre de transmission, notamment auprès des nombreux publics scolaires qui viennent visiter ces lieux. C'est en se souvenant d'événements comme ceux-ci qui se sont produits ici que nos enfants sauront qu'il ne faut jamais transiger avec le totalitarisme, qu'il ne faut jamais transiger avec le fanatisme, qu'il ne faut jamais transiger avec les idéologies de mort qui transforment des hommes en tueurs, en tortionnaires et en bourreaux aveugles. Ils sauront qu'une nation, c'est d'abord la volonté de se défendre ensemble
pour que des événements tels que ceux-ci ne se reproduisent plus jamais. Au moment où nous fêtons la libération de Paris, nous pensons aussi ici à Maillet, à ses suppliciés, à ses rescapés et à leurs familles. C'est notre histoire heureuse et douloureuse. Mesdames et messieurs, notre présence ici ce matin ne veut pas seulement dire que nous avons triomphé de la barbarie il y a 80 années, comme si tout ceci était derrière nous. Nous voulons dire ici notre humanité et dire, comme le poète anglais John Donne, que nul homme n'est une île et un tout en soi. Chaque homme est part du continent et part du large. Si une parcelle de terre est emportée par les flots, pour l'Europe, c'est une perte égale à celle d'un promontoire, autant qu'à celle d'un manoir, de tes amis ou du tien. La mort de tout homme me diminue parce que je suis membre du genre humain. Aussi, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne aussi pour toi. Et le 25 août 1944, c'est le glas de l'humanité que nous avons entendu sonner, et c'est pour que plus jamais ce glas ne sonne que nous sommes ici ce matin. Et alors même que les tumultes de la guerre et des massacres de civils se font entendre aujourd'hui dans le monde, notre présence ici ce matin doit nous donc dire également notre engagement à faire vivre tous les jours les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, notre détermination à consolider les liens et à considérer que l'amitié entre les peuples et au sein des peuples doit être cultivée, et notre confiance en la meilleure part de la nature humaine. C'est ce qu'ensemble nous faisons ici, ce pourquoi nous nous battons et ce que nous espérons. Vive la République et vive la France.